Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne, de mettre un like avec votre pouce sur la vidéo une fois que vous l'avez regardée, afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes possible. Mais également d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne et partager la vidéo sur vos murs pour faire profiter de la vidéo au plus grand nombre de personnes. Je fais une présentation qui s'intitule « Comprendre le processus de rééchelonnement de la dette obligataire des États de la CEMAC sur la bourse de Douala ». Comprendre le processus de rééchelonnement de la dette obligataire sur la bourse de Douala. Voilà. D'abord, avant ça, avant de vous expliquer à peu près comment est-ce que ça se passe, j'aimerais donc déjà parler un peu de risque d'impayé, pour que les gens puissent bien comprendre. Ça, c'est un direct, comme je l'ai dit et redit, qu'on fait pour expliquer les choses afin que le petit peuple comprenne. Parce que dans cette affaire, les gens qui ont de l'argent ont des conseillers qui les conseillent, permettez-moi l'expression, et souvent le petit peuple qui sont des profanes ne s'y retrouvent pas et souvent les dégâts sont catastrophiques. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, les États de la CEMAC ont emprunté via la bourse. Ça veut dire que l'État vend des obligations, des papiers. Il vend ces obligations à des investisseurs. Ça peut être des ménages, ça peut être des particuliers, des ménages, donc les particuliers. Ça peut être des entreprises, ça peut être ce qu'on appelle des institutionnels. Ça peut être des banques, des compagnies d'assurance qui achètent ces obligations que l'État vend à la bourse pour lever de l'argent. Donc l'État donne des papiers. Dans ces papiers, sont vendus par la valeur du coupon, face value. Ça peut être 100 000 francs le coupon, ça peut être 500 000 francs le coupon. Alors si vous achetez 1000 coupons, ça fait 100 millions. Si vous achetez 100 coupons, ça fait 10 millions. Si vous achetez 10 coupons, ça fait 1 million. Et il y a les taux d'intérêt. Donc, combien ça vaut? L'État va payer 5%. Il y a la durée. L'État va payer sur une durée de 5 ans. Donc, pendant 5 ans, il vous donne, pendant 4 ans et demi, il vous verse les intérêts. C'est semi-annuel, c'est 2 fois par an. Et à la dernière année, il vous paye les derniers intérêts et il vous paye le principal qu'il a emprunté. Ça s'appelle un emprunt obligataire, parce qu'il y a d'autres formes d'emprunt, notamment les obligations coupon zéro, mais qui sont plus souvent utilisées pour la restructuration des prêts. Bon, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'État, dans la zone CEMAC, au Cameroun, au Congo, en Centrafrique, ont recouru à des emprunts obligataires pour lever de l'argent. Alors, les gens peuvent poser la question, pourquoi d'abord ils ont emprunté cet argent? Je l'ai dit dans la première vidéo que j'ai faite. Ils ont emprunté cet argent pour équilibrer leur budget. Et c'est ça qui fait problème d'ailleurs. Équilibrer leur budget, parce que très souvent, ils levaient de l'argent pour équilibrer les budgets. Le budget est en déficit de 500 milliards. On procède à 3 levées de fonds de 150 milliards. Ça fait 450 milliards. Ça permet à peu près d'équilibrer le budget. Or, le problème dans nos pays, c'est un assainissement des finances publiques. Ça veut dire que mener des réformes structurelles pour que les finances publiques soient assainies. Le problème dans notre pays, c'est des budgets qui ne sont pas, comme on dit en anglais, balance the budget. Ça veut dire que des budgets qui ne s'équilibrent pas vraiment. Ça veut dire qu'il y a une masse de dépenses dont personne ne peut savoir ce qu'il y a là-dedans, entre les dépenses fictives. Je ne sais pas, ceux qui sont camerounais peuvent voir une région comme la région du Sud, on lui donne 189 milliards. Elle a bénéficié à peu près de ce montant-là pendant une décennie. Quand vous allez au sud, là, vous voyez quoi, là, qui ressemble à quelque chose qui a absorbé 2000 milliards. Pas grand-chose. C'est des marchés fictifs qu'on donne à des oncles, des parents du président. Et avec cet argent-là, voilà, chacun se sert, comme on dit. Ça veut dire qu'on signe des marchés fictifs. Donc, la conséquence, c'est que
les dépenses qui sont inscrites à la gauche du bilan ne matchent pas, comme on dit, avec les produits qui sont inscrits à la droite du bilan dans la comptabilité nationale de notre pays ou dans le budget de notre pays. Ça veut dire que on a des dépenses, donc 40% c'est le fonctionnement, techniquement, ou 50% c'est le fonctionnement, techniquement on dit que 50% c'est l'investissement. En réalité, il y a peut-être 5 à 10% maximum de cet argent qui va à l'investissement réel. Le reste va dans la poche des gens. À partir de ce moment, les recettes propres et l'endettement n'ont aucun impact. L'endettement sert à équilibrer le budget, à éponger le déficit budgétaire. N'ont aucun impact réel sur l'économie. Ajoutons-y les poches de rente où l'économie est essentiellement rentière. Je pense que ceux qui ont suivi le direct qu'a fait dans cette journée notre frère J. Remingono, vous allez regarder sur sa page, il vous a raconté comment un citoyen camerounais qui a subi un préjudice énorme, qui a brisé complètement sa vie, quelqu'un qui allait, et nous on a subi ça au Cameroun, hein, je veux dire qu'on allait étudier en France, on est rentré au Cameroun, on a tout essayé pendant 8 ans, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on est parti outre-Atlantique, ça nous a évité la catastrophe, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai déjà assez raconté ça. Donc, la conséquence, c'est qu'il a une vie cassée, l'État consent à lui payer 24 milliards. Et dans les 24 milliards, il tombe sur un monsieur qui est en prison, mais paraît-il, il est officiellement en prison, mais il sort et il va chez lui, il travaille, il arrive même à faire arrêter les gens dehors pour les contraindre à signer des protocoles transactionnels à la brigade de gendarmerie et à les envoyer même en prison, alors que lui, il est dehors et il est officiellement en prison. Et voilà comment ils se sont accaparés 24 milliards qui appartenaient à un monsieur, et ils l'ont mis en prison après lui avoir fait signer des papiers contraints par force. Donc, ces 24 milliards-là qui partent en fumée, ça n'a aucun impact sur l'économie. Mais la conséquence de tout ça, c'est que il y a énormément d'argent de recettes fiscales qui rentrent dans les caisses de l'État. Il y a un budget qui présente un déficit, mais qui est un faux déficit budgétaire. Et pour combler ce déficit budgétaire, donc la différence entre les dépenses et les recettes, l'État emprunte pour augmenter le niveau des recettes, le niveau de la trésorerie de l'État ou de la trésorerie disponible. Et cette trésorerie allant essentiellement dans les mains des rentiers, ça n'a aucun impact. Ou quand encore on veut faire des investissements, nous avons vu ça au Cameroun, on construit une route qui va dans le village du président pour le faire plaisir. Vous avez vu des gens qui vous disent, voilà, on voulait faire telle route. Si demain, j'ai à conseiller un chef d'État au Cameroun, la première décision que je lui demanderai, c'est de bitumer une voie express qui part de Ngaoundéré jusqu'à Kousseri. Parce que si vous bitumez une voie express qui part de Ngaoundéré jusqu'à Kousseri, ça permet que les marchandises arrivent depuis le port de Douala par la ligne de chemin de fer jusqu'à Ngaoundéré. Et à Ngaoundéré, vous mettez les marchandises sur les camions pour approvisionner le Tchad, pour approvisionner le Niger, pour approvisionner le Soudan et pour approvisionner le nord de la Centrafrique, y compris le nord du Nigeria. 5 pays, et pas les moindres. Le Nigeria, ce n'est pas un petit pays. Le Niger, ce n'est pas un petit pays. Le Tchad, ce n'est pas un petit pays. Le Soudan, ce n'est pas un petit pays. La République centrafricaine. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez vu le ministre des Transports qui est venu fièrement vous dire, la main sur le cœur, M. Ngayoun Djoumessi, nous avons bitumé une route qui part que si vous cultivez les pommes de terre à Bouddha, on peut transporter pour amener ça jusqu'à Sangmelima sur la route bitumée. À Sangmelima, on peut aller à Ouesso. Mais je suis désolé, M. Ngayoun Djoumessi, vous allez aller vendre vos pommes de terre au Congo. Je ne sais pas si la population du Congo fait 20 millions d'habitants. Celle du Nigeria fait 300 millions d'habitants. Celle du Niger doit faire 30 millions d'habitants. Celle du Tchad fait à peu près une vingtaine de millions d'habitants. Ça fait 350 millions d'habitants. Celle du Soudan doit faire à peu près 100 millions d'habitants. Ça fait 450 millions d'habitants. Ajoutez-y la Centrafrique. Donc vous voyez que vous êtes à près de 460 millions d'habitants. Donc vous sacrifiez l'investissement qui permet d'aller dans les pays sahélo-sahéliens où il y a la population et qui n'ont pas de débouchés sur la mer et vous concentrez cet argent dans un petit pays comme nous. Donc pour faire plaisir au président, il n'y a pas une logique économique derrière ces investissements. En français facile, ça s'appelle des éléphants blancs. Donc la conséquence, c'est que ces investissements n'ont aucun impact réel sur la croissance économique. Ces investissements, c'est que alors que vous avez une route qu'on a fait sans Milima-Wesso, la route Douala, Bafoussam, Bamenda, Bouddha Bamenda,
est pratiquement impraticable. Et pourtant, sur cette route, combien de camions, combien de voitures l'empruntent pour sortir les marchandises, pour approvisionner la marchandise, pour sortir la production agricole, pour approvisionner des industriels, etc. Combien de dizaines de péages il y a sur cette route-là, où chaque journée, les gens versent des millions de péages. Donc, la conséquence de tous ces investissements hasardeux, je vous passe les barrages, dont une dizaine de barrages, dont aucun n'est jamais terminé et qu'on ne terminera jamais. Parce que quand vous lisez les rapports, certains rapports de l'Agence française de développement, on vous dit que le barrage, ce qu'ils ont appelé Mevele ou quoi, ou Meking ou quoi, je sais pas trop quoi là, ils sont allés mal faire les dalles, mal faire les turbines, et il faut seulement les détruire pour changer et mettre, qui va être nécessité encore le montant qu'on avait emprunté, et ce barrage ne sera jamais rentable. Donc, on risque de l'abandonner comme ça. Donc, quand vous prenez ça, les investissements hasardeux dans le transport de l'électricité, donc la question de l'énergie n'est pas résolue ni dans la production ni dans le transport, la question des infrastructures routières, le port de Kribi qui était un éléphant blanc alors qu'on aurait dû construire un port à Tico, le chantier naval qu'on a laissé mourir, le yard pétrolier, etc., etc. Donc il y a une somme massive d'argent qui a été gaspillée, partie dans les rentes, et la conséquence c'est que ça n'a eu aucun impact réel en termes de croissance économique. La croissance économique qu'on déclare dans notre pays est une croissance fictive qui est écrite au stylo, à la main sur le papier. Elle ne résulte d'aucun calcul, elle n'est pas détaillée. Vous allez sur le site du National Bureau of Economics aux États-Unis, vous allez voir les modalités, comment l'Amérique calcule sa croissance, mais vous ne pouvez jamais retrouver un document comme ça concernant les pays de la CEMAC. Donc ça fait un problème. À partir du moment où cette dette-là, l'économie ne dégage pas la croissance en termes de production agricole, en termes de production industrielle, en termes de production des infrastructures, etc., qui permettent de générer un supplément de création de richesses dans lesquels l'État va prélever la juste part pour payer cette dette-là. Ce n'est pas le cas. Et à partir du moment où ce n'est pas le cas, les dettes ne seront pas remboursées. Alors, qu'est-ce que l'État fait quand les dettes ne seront pas remboursées? L'État demande un réchelonnement. Donc, voilà, hein, un réchelonnement. Et donc, je vais expliquer un peu le processus de réchelonnement. Donc, je pars de la déclaration du ministre congolais, hein, Congo-Brazzaville de l'économie et des finances, qui a parlé d'optimisation. Je vous explique encore. Je réexplique pour une énième fois, hein, l'explication, la répétition est la mère de la mémoire. Ceux qui font ce qu'on appelle le statement of cash flow, hein, donc le tableau de trésorerie, de financement dans une entreprise, il y a le cash inflow. Les anglo-saxons parlent de cash inflow et cash outflow. Donc, cash inflow et cash outflow. Cash inflow, ça veut dire que l'argent qui rentre et l'argent qui sort. Outflow. In, l'argent qui rentre. Out, l'argent qui sort. Bon. Le cash inflow pour l'État, ce sont les recettes fiscales, ce sont les recettes douanières, ce sont les recettes d'enregistrement, ce sont les recettes issues de prêts, hein, comme on dit financing. Dans la section financing, donc il y a exploitation, financement, etc. Donc le cash inflow, par exemple, les dettes, se rentrent dans le cash inflow de l'État, dans la section financement. Bon, maintenant, le cash outflow de l'État, c'est quand l'État dépense l'argent pour investir, l'État dépense l'argent pour le budget de fonctionnement, payer les fonctionnaires, réparer les routes, ou faire un investissement, construire des routes, réhabiliter ou construire de nouvelles écoles, construire des ponts, construire des barrages, des marchés, des centres de distribution, etc. Ça, c'est le cash outflow. Voilà. Bon. Maintenant, techniquement, quand on va dans la version affinée, ça c'est la version simple, ce que je vous explique là. Quand on va dans la version affinée, il y a un moyen d'élargir le montant de cash. Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, un commerçant, vous achetez la marchandise en Chine. Vous avez l'habitude d'envoyer 100 millions de francs à votre fournisseur pour qu'ils envoient la marchandise. Dans la marchandise, donc, il y a du cash outflow. Quand vous sortez l'argent pour envoyer en Chine, c'est 100 millions hein, de cash outflow. Bon. Si votre fournisseur vous dit, ah, écoutez, maintenant, je préfère qu'on aille traiter, travailler 2 ans, envoyez-moi une lettre de crédit documentaire à 120 jours.
Si la lettre de crédit documentée à 120 jours, par exemple, ça veut dire que vous allez augmenter votre cash. Parce que l'argent qui rentre pendant 120 jours, il ne sort pas. Il peut être utilisé pour payer les salaires, etc., 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 etc. Il est prêt à vous envoyer la marchandise, mais il dit 120 jours. Cette marchandise-là, en plus, elle peut arriver au port de Douala, peut-être en 60 jours. Vous la vendez en 60 jours. Pendant ce temps, le cash que vous déposez à la banque, c'est du cash inflow, donc votre niveau de cash de trésorerie augmente. C'est le même principe qu'a utilisé l'État avec la question du rééchelonnement. Ça veut dire que l'État dit, nous allons, n'est-ce pas, rééchelonner, ça veut dire que repousser à une durée un peu plus élevée le paiement de nos prêts à la banque, de nos prêts emprunts obligataires et des bons de trésor que nous avons souscrits auprès de la Banque centrale. Donc, ça c'est la notion de cash inflow, cash outflow. Donc, à partir du moment où l'État repousse la durée de paiement du principal et des intérêts pour les prêts qui sont arrivés à maturité, ça permet que la trésorerie qui aurait dû être dégagée pour payer ces prêts, peut-être 400 milliards, cette trésorerie devient une disponibilité pour l'État. Donc, ça permet d'augmenter le niveau de cash. C'est pour ça qu'il a parlé d'optimisation. Mais qui n'en est pas une vraiment. Voilà. Donc, ça permet de dégager, par exemple, 400 milliards. C'est-à-dire qu'au lieu que les 400 milliards sortent, on a trouvé un accord qui permet de différer le paiement et d'utiliser ces 400 milliards pour financer. Et la raison est simple. C'est que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo, que ce soit la RCA, ils sont à ce qu'on appelle le taquet. Ça veut dire qu'ils sont vraiment au plafond. Ils ont déjà utilisé tout le plafond. C'est-à-dire que ils ont emprunté massivement chez les bailleurs de fonds bilatéraux. Ils n'ont jamais payé. Ils ont emprunté chez les bailleurs multilatéraux. Ils n'ont jamais payé. Ils ont emprunté chez les bailleurs sur les marchés internationaux. Là aussi, ils n'ont pas encore payé, mais ils ont la garantie de la France sur ces prêts-là. Et donc, il faut, la seule chose qui leur est... Et personne ne prête maintenant, parce que bon, en Chine, ça va pas. Hein. La Chine a les dettes Evergrande des promoteurs immobiliers. La Chine a ce qu'on appelle les municipal bonds, donc les dettes des villes et des collectivités locales, près de 800 milliards. Et la Chine attend qu'il y ait un nouveau président aux États-Unis pour voter un stimulus plan, que le nouveau président prête serment, le nouveau Congrès, le nouveau Sénat entre, pour pouvoir négocier avec l'Amérique un stimulus plan, parce que tout cet argent, c'est des dettes qu'elle a consacrées aux États-Unis en dollars, et il faut un rééchelonnement, là encore, mais là, il faudra l'accord du Congrès, du Sénat, avant que le président puisse valider cela, et c'est à ce moment que la Chine peut faire un stimulus plan. Donc, la Chine ne peut pas emprunter. Il peut pas emprunter à la Chine. La Chine ne peut pas prêter. L'Europe, elle a des difficultés issues de la guerre en Ukraine qui a alourdi le coût de l'énergie. Beaucoup d'industries ont fait faillite ou ont eu recours à des plans de sauvetage pour tenir. Donc, ils ne peuvent pas prêter. Ça fait que dans la CEMAC, il n'y a pas d'argent. Donc, puisqu'il n'y a pas d'argent, techniquement, on recourt à un plan un rééchelonnement de la dette qui est en fait un décalage de la trésorerie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le décalage de la trésorerie permet de différer le paiement des dettes qui arrivent à maturité, donc de préserver le cash qui était destiné au paiement de ces dettes-là pour pouvoir équilibrer le budget. Ça, c'est important à expliquer ça. J'explique ça de manière simple. J'espère que c'est vraiment simple et que les gens qui vont regarder cette vidéo ont compris. Comme je l'ai dit, ce que nous voulons, c'est d'expliquer pour que nos parents ne retombent pas dans les mêmes travers qu'il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, où on a vu les parents en pleurs, d'autres ont même perdu la vie, des gens qui avaient 60 ans ont eu des attaques et ils ont quitté ce monde-là. Ça, c'était important. Donc, il faut parler de ça. Hein, comment, voilà. Donc, ça permet à l'État donc de dégager de nouvelles ressources dans un contexte international difficile où les États eux-mêmes sont surendettés, le Congo, le Cameroun, le Gabon, hein, je rappelle, parce que les Gabonais nous avaient dit qu'ils ont payé les dettes. Non, ils ont payé les arriérés de leurs dettes à la BAD et à la Banque mondiale. Ils ont payé les arriérés. Donc, les pays comme le Cameroun, le Congo, la RCA n'ont pas payé ces arriérés. Donc, ils ne peuvent pas aller toquer à la porte pour demander de nouveaux prêts. Donc, le rééchelonnement, en quelque sorte, est la petite bouffée d'oxygène qui permet de tenir en attendant de voir si le contexte international change. C'est de ça qu'il s'agit. Bon. Maintenant, j'ai expliqué les composantes d'une obligation.
hein, j'ai expliqué les composants d'une obligation, je crois. Dans toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai pris soin de consacrer 5 minutes pour expliquer les composants d'une obligation. Donc, quand vous souscrivez un emprunt obligataire, si le coupon, c'est par coupure de 100 000 $, vous avez le face value, donc la valeur faciale, qui peut être par exemple de 100 000 francs. Si vous achetez 1000, ça fait 100 millions. Si vous achetez 100, ça fait 10 millions. Et si vous achetez 10, ça fait par exemple 1 million de francs. Donc, généralement, on ne vend pas à monsieur tout le monde. Quand on lève, je fais ça. Ouais, je dis ça pour expliquer à ceux qui ont écrit n'importe quoi sur ma page. Quand on lance l'emprunt obligataire, on réunit ce qu'on appelle accredited investor. En fait, en tout cas aux États-Unis. Je suis accredited investor. Accredited investor, quand vous avez une certification, vous avez un MBA, vous avez une certification CFA, vous avez une certification CPA, vous avez un PhD, etc. Vous êtes accredited investor parce qu'on estime que vous investissez, vous avez tous les codes de l'investissement, donc vous savez où vous allez. Vous savez lier un bon, vous savez plusieurs techniques, même que parfois celui qui monte le bon là ne maîtrise pas. Donc, vous savez où vous allez. Donc, vous pouvez investir pour votre compte personnel. Si vous avez un brokerage account, vous pouvez investir. Donc, les prêts, quand l'emprunt est émis, il est d'abord proposé à ce qu'on appelle private investor. Ça veut dire, ça peut être des entreprises, ça peut être des compagnies d'assurance, ça peut être des banques, ça peut être des personnes physiques, dont des ménages, etc. Mais à condition qu'ils soient accredited investors. Mais comme les titres sont négociables, ces personnes les gardent par devant elles. Et si jamais elles veulent se débarrasser, ces titres, elles peuvent se débarrasser. Elles se débarrassent, débarrasser. Si elles veulent vendre, elles peuvent revendre. Et elles vendent sur le marché financier. Et quand elles vendent sur le marché financier, on parle alors de market price. Donc, le coupon devient market price. Et le taux d'intérêt devient le yield. Non, le yield. Et vous avez la durée donc de prêt, etc. Il faut savoir que, ce serait long à expliquer, mais je dis ça de manière très simple. Le yield qui est le taux d'intérêt, si jamais on achète beaucoup votre emprunt obligataire sur les marchés, c'est signe que l'emprunt obligataire est crédible. Le yield, dont le taux d'intérêt baisse. Donc vous aurez à payer moins cher le taux d'intérêt. Ça veut dire que si quelqu'un s'attendait à 5%, il risque d'être payé à 3,5% par exemple, ou à 4%. Voilà. Parce que le taux d'intérêt a baissé. En revanche, si les gens commencent à vendre beaucoup, et c'est ce qui va se passer avec l'obligation du Cameroun, du Congo et de la RCA, s'ils ne négocient pas bien, si les gens commencent à vendre parce qu'ils se débarrassent et se disent, ah là vraiment ça va se casser la gueule, la résultante de ça c'est que le taux d'intérêt s'envole et le coupon s'abaisse. La valeur faciale s'abaisse. C'était 100 000, ça peut aller jusqu'à 60 000 francs. Donc, si vous aviez acheté 100 coupons à 10 millions de francs, la valeur de vos coupons va valoir 60 000 francs. Donc, si vous vendez, vous allez récupérer 60 000 francs. Mais celui qui va acheter moins cher. Et la contrepartie, c'est que le taux d'intérêt va augmenter et les intérêts que l'État doit lui payer sont plus élevés. Mais dans ce cas-là, c'est l'État qui, encore là, subit parce que les intérêts sont très élevés. Donc, c'est un peu ça que vous comprenez entre le coupon, le price, le yield, parce que c'est des choses que vous pouvez lire dans la presse économique sans toutefois comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors, comment ça se passe le rééchelonnement des emprunts? Que ce soit pour la Banque centrale ou que ce soit pour l'État. Donc, le rééchelonnement, c'est pas compliqué. Le rééchelonnement, ça veut dire que on agit essentiellement sur deux choses. On agit, c'est la première étape de la restructuration. C'est la partie la plus simple de la restructuration de la dette. Donc, c'est une opération de restructuration de la dette. C'est pour ça que je parle d'incapacité à payer. Parce que quand on commence à aller dans le rééchelonnement, ça veut dire qu'on n'est pas capable de payer. Voilà. C'est la première conséquence des politiques économiques foireuses de ces 2 décennies dans la zone CEMAC. Ok? Donc, j'explique ça bien. Donc, le rééchelonnement, vous avez la bourse des États de l'Afrique centrale et vous avez la Banque des États de l'Afrique centrale, qui est la Banque centrale, donc, qui, elle, a procédé à l'émission pour les bons de trésor. Vous avez la bourse régionale des valeurs mobilières où les titres négociables, donc de l'emprunt obligataire, sont cotés. Donc, ça, c'est les deux acteurs.
Donc, le rééchelonnement consiste à la chose suivante, que ce soit pour la banque centrale ou les banques commerciales qui vont dans la conservation de ces titres-là et qui ont elles-mêmes acheté les titres. Le rééchelonnement agit sur deux choses, sur la durée et sur le taux d'intérêt. Ça veut dire, on dit, voilà, vous nous avez prêté 100 milliards de francs, les 100 milliards, on devait vous les rembourser dans 5 ans. Nous avons payé les intérêts pendant 5 ans et les 5 ans arrivent à échéance là en décembre là et nous n'avons pas d'argent pour vous payer. Nous n'aurons pas la capacité de vous payer. Ou bien nous avons l'argent pour vous payer, mais si on vous paye, comme on n'a pas de nouvelles ressources qui arrivent et qu'il n'y a pas eu de croissance économique, on sera asphyxié. Donc, permettez encore que l'État tienne debout parce que si on ne paye pas les salaires des fonctionnaires, ou on ne paye pas certaines factures, ou par exemple on ne trouve pas 40 milliards pour permettre à la CDC de souffler, avec les employés qui marchent tous les jours dans la rue à Pendamboko ou ailleurs, ça fait problème. Donc, la solution est de dire à la banque que au 31 décembre 2025, nous n'allons pas vous payer, par exemple, les 200 milliards de francs que vous attendiez à cette période-là. Nous vous demandons un différé de paiement. Ça veut dire que si les 200 milliards étaient dus à fin 2025, nous vous demandons de repousser le paiement de ces 200 milliards en 2030. En 2030. Donc, au lieu de 2025, nous vous demandons de pouvoir les payer en 2030. Et en 2030, nous faisons une concession. Le taux d'intérêt étant de 6%, nous faisons la concession que le taux d'intérêt soit augmenté d'un tiers. Ça veut dire qu'on passe de 6% à 8%. Un tiers de 6, c'est 2. Donc, on passe de 6% à 8%. Ça veut dire que pour la nouvelle durée de 5 ans qui va de début 2025 jusqu'à fin 2029, par exemple, nous souhaitons que le montant du prêt, le taux d'intérêt soit de 8%. Ça veut dire qu'au lieu de vous payer 12 milliards, dont 6 milliards chaque semestre, ça veut dire chaque 6 mois, nous allons vous payer 18 milliards, 16 milliards, dont 16 milliards, dont 8 milliards chaque, voilà, 8 milliards. Donc, ça fait un alourdissement de la charge financière pour l'État de 4 milliards. Ça fait une augmentation des produits pour les banques. Donc, les taux d'intérêt sont des produits pour les banques. Hein, produits des intérêts calculés sur les intérêts bancaires. Donc, ils vont s'apprécier de 4 milliards. Donc, il y aura eu hausse du chiffre d'affaires des banques de 4 milliards. Voilà. Mais comme je dis, c'est comme ça, en fait, que ça se passe, un rééchelonnement. Mais le problème, c'est que ça alourdit la charge pour l'État. Prenez un exemple. Vous avez un État qui emprunte 200 milliards, l'État du Cameroun, à la bourse, ou l'État du Congo, ou l'État centrafricain. Quand il emprunte 200 milliards, c'est sur une durée de 5 ans. Donc, il doit payer 12 milliards par an. Pendant 5 ans, ça fait 60 milliards. Donc, il doit rembourser au total 260 milliards à maturité 5 ans. Bon. Si au bout de 5 ans, il demande le rééchelonnement encore sur 5 ans avec une hausse du taux d'intérêt à 8%, donc il va payer désormais 16 milliards de francs par an. Pendant 5 ans, ça fait 40 milliards. C'est ça, 16 milliards de francs par an, ouais. 16 fois 5, autant pour moi, ça fait 80 milliards. Non. 80 milliards plus 60 milliards, ça fait 140 milliards. Plus les 200 milliards à maturité, ça fait 340 milliards. Donc, vous voyez, on passe de 260 milliards à 340 milliards. 340 milliards, faites vous-même la différence entre 340 milliards et 260 milliards. Ça fait 80 milliards de plus qu'il faut payer. L'argent du contribuable. 80 milliards, c'est combien de ponts? C'est combien de routes? C'est combien d'écoles? Dans le contexte où, je parlerai de ça dans une autre vidéo, vous avez des entrepreneurs du bâtiment au Sénégal qui ont sorti des produits avec des matériaux locaux qui permettent aujourd'hui avec 500 millions de francs de construire une salle de classe. Donc on se retrouve avec 500 milliards de francs, avec 80 milliards de francs. Alors calculez vous-même pour toute la sous-région ce que ça peut faire. Et rien n'indique, avec des politiques économiques qui n'existent pas, avec une économie qui est fortement rentière, qui ne repose sur rien du tout, que dans 5 ans, les États seront en mesure de rembourser si le leadership qui est là ne change pas.
on risque d'apprécier, de renégocier encore, passer de 8%, aller peut-être à 10%, peut-être même à 12%. Pour 5 prochaines années. Alors, calculer encore 200 milliards multipliés par 12%. Ça fait 24 milliards par an. Par 5 ans, ça fait 120 milliards. Ajouter 120 milliards déjà sur les 340 milliards, ça fait 480 milliards. Il y a un problème. Mais moi, je suis écœuré. Parce que je ne vois aucun député en parler. Je ne vois aucun sénateur en parler. Je sais pourquoi ils n'en parlent pas. Parce que tous gagnent des marchés publics. Et donc, s'ils parlent, on va leur couper les marchés publics. Mais vous voyez vous-même la conséquence de cette situation-là, qui est en train de creuser le trou dans lequel on va procéder à l'enterrement de nos pays dans les années à venir. C'est difficile. C'est pour ça qu'une fois, quand j'avais fait le direct avec Yannick, Yannick avait dit la chose suivante: si les États africains n'ont pas leur propre système monétaire, ils ne vont jamais se discipliner. Hein, parce que on en parlera quand je vous parlerai du système de restructuration de la dette au cas où le réchelonnement échouait. Ça veut dire qu'à échéance, les pays ne parvenaient pas à rembourser le principal. Là, il faudra passer à une vitesse supérieure. Hein, et là, la Banque centrale doit intervenir parce que l'économie va s'en trouver affectée. Voilà. Donc, si les États ne payent pas, ça va être compliqué parce que les banques qui ont souscrit ces obligations-là risquent de revendre les obligations. Alors, si elles revendent les obligations, rapidement, la valeur faciale des obligations, si c'est 100 000, ça peut descendre à 50 000 et les taux d'intérêt peuvent augmenter rapidement. Si les taux d'intérêt augmentent assez rapidement sur les marchés de la bourse régionale des valeurs mobilières, ça veut dire que les États, les taux d'intérêt, ça peut aller jusqu'à 20%. Hein. Ça veut dire que les États vont pouvoir rembourser plutôt 20% des 200 milliards. Ça veut dire 40% par mois. Parce que ce sont des titres négociables qui sont sur les marchés. Donc la cession de ces titres risque de faire très mal au Cameroun, à la Centrafrique et au Congo. Et on ne sait pas comment ils vont se sortir de là-dedans. L'autre truc, c'est de faire un deuxième réchelonnement. Un deuxième réchelonnement va forcément alourdir la charge de la dette. Parce que, comme je le dis, les journalistes en Afrique centrale, c'est tous des fils de pute. Je dis bien, les journalistes en Afrique centrale, c'est tous des fils de pute. Il n'y a pas de métier de journaliste en Afrique centrale. Ça veut dire que, à partir du moment où on va procéder à un réchelonnement, il suffit qu'on appelle les journalistes, on leur donne l'argent, ils vont vendre ce réchelonnement-là comme un exploit du gouvernement. Mais ils ne diront pas au gouvernement le danger qui se cache derrière. Et ce qui sera très lamentable pour les pauvres gens. Ensuite, il y a la possibilité que l'État ne paye pas du tout cette dette et que cette dette devienne default. Ça devient comme les emprunts russes. L'État dit je ne payerai jamais, mais les conséquences seront que les États de la CEMAC ne pourront plus retourner à la bourse de la CEMAC. Or, que va devenir la bourse de la CEMAC si les États ne peuvent pas retourner? D'autant plus que 90% de l'activité sur la bourse de la CEMAC est animée par les États. On ne voit pas les entreprises lever l'argent dans la bourse de la CEMAC. On ne voit pas les entreprises émettre des actions ou entrer à la cote à la bourse de la CEMAC avec leurs titres négociables. Et celles même qui sont cotées à la bourse, mais c'est franchement... Je ne veux pas dire ce que je pense. Parce que je risque de dire des choses très méchantes dans une vidéo comme celle-là. Je préfère qu'elle reste une vidéo pédagogique. Voilà. Hein? On rentre à la bourse quand on crée de la valeur. Si vous fabriquez des semi-conducteurs, vous rentrez à la bourse. Vous avez vu même Intel, qui fabrique des semi-conducteurs, mais qui n'a pas innové, a été sorti de la côte dans le dos et remplacé par Nvidia. Donc, elle n'est pas dans le dos et remplacé par Nvidia. Parce que Nvidia fabrique des semi-conducteurs pour l'intelligence artificielle. Alors, quand à la côte chez nous, on a des gens qui fabriquent l'eau minérale en bouteille, l'eau de source en bouteille, on se pose des questions. Quels sont même les gens qui sont à la bourse là? Et ils envisagent de mettre les gens comme ça dans un index. Ça fait vraiment un problème. Donc, les titres peuvent être default. À partir du moment où ils sont default, ils sont retirés à la côte. Et je crois, je ne sais pas si c'est le cas chez nous, ils deviennent default. Mais tant que vous ne réglez pas ça, vous ne pouvez pas retourner sur les marchés. Donc, les États ne peuvent pas retourner sur les marchés. Or, vous imaginez ce qui va devenir la bourse de Douala si les États ne peuvent pas retourner à la bourse. Ça va devenir tout un scandale.
Parce que leur signature n'a plus de valeur. Ça va devenir tout un scandale, la bourse va s'effondrer. On dit qu'elle fait aujourd'hui 10 milliards de dollars de transactions. Elle risque de n'en faire qu'1 milliard de dollars ou deux. Ce qui serait vraiment grave. Il y a également la possibilité pour les banques de céder dans des conditions plus avantageuses ces titres à des fonds étrangers comme ce qu'on appelle les fonds vautours. Il y en a plein ici aux États-Unis et ils achètent la dette de partout dans le monde, libellée en CFA, en euros, en yens, en won, en yuan, en pesos, en réal, etc., etc. Et ils utilisent des méthodes draconiennes pour se faire payer. Voilà les hypothèses qu'il y a sur la table. Donc, je souhaitais faire cette présentation pour fixer le cadre afin que les gens puissent comprendre et que demain, comme on dit chez nous au Cameroun, si ça rame, il ne faut pas que les gens disent que vraiment ils ne connaissaient pas ce qui se passe. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ma présentation s'arrête là. Je vous prie, pour ceux qui l'ont regardé et apprécié, de la partager pour que les gens puissent la regarder parce qu'il y va de futur de n'importe qui. Si vous avez votre argent dans les banques, par exemple, sous bon de caisse que vous avez placé pour 3 ans, faites attention. Je veux dire que regardez l'actualité. C'est vrai que la presse économique chez nous, c'est plus des gens qui vont prendre l'argent chez les ministres pour écrire un peu tout n'importe quoi. On va faire ceci, on va. Quand vous prenez l'édition que vous avez payée il y a 20 ans, vous regardez par exemple sur 2 ans, vous voyez on va. Et finalement, vous ne voyez rien de bon. Donc, partagez la vidéo sur votre mur. Mettez un like sur la vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent la regarder. Abonnez-vous et invitez vos amis à l'abonner sur notre chaîne. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je vous prie de regarder les prochaines vidéos sur le même sujet. Il y a encore une qui arrive pour clore cette-là. Comment est-ce qu'on fait pour restructurer? Et prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Bye.